Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le dernier vendredi du mois, nous avons rendez-vous pour un décryptage économique avec Michel Rumi, qui est économiste associé de SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup des banques centrales en ce moment. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'en parle beaucoup, en tout cas depuis 15 ans. Elles nous accompagnent au quotidien dans les marchés. On parle même des banques centrales dans la presse, presque grand public aujourd'hui. Michel, d'où cette question? Qu'est-ce qu'une banque centrale? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'une banque centrale est une banque. Et une banque, c'est une entreprise. D'accord. Donc, une entreprise se caractérise notamment par son capital, ses actionnaires et son objectif. Bon. Pour la banque centrale, rapidement, c'est la mise en œuvre de la politique monétaire pour l'objectif. C'est l'objet social, on va dire, entre guillemets. Ouais, la mission. La raison d'être, comme on dit aujourd'hui. Exactement. Et par contre, le capital et les actionnaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la BCE a un capital, grosso modo, de 10 milliards d'euros. OK ? Et l'idée, c'est de savoir, mais c'est qui ces actionnaires? Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ici, ce capital vient des banques centrales nationales qui appartiennent à l'Union européenne. Et c'est là qu'il y a aussi déjà une petite chose à voir, c'est que de manière générale, quand on regarde une multinationale, il y a la holding qui détient des parts dans la filiale. Et si c'est plus de 50%, c'est des filiales, justement. Oui, c'est ça. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les banques centrales détiennent une part de la BCE. Et l'idée est que, justement, par exemple, l'Allemagne détient à travers sa banque centrale, la Deutsche Bundesbank, 22% du capital. La France, via la Banque de France, je crois que c'est 16%. Banca d'Italia, 13%, je crois, et l'Espagne, 12%. Proportionnel au poids du pays, c'est ça? Il y a cette clé de répartition, comme on dit. Oui, il y a une clé de répartition, c'est PIB, c'est la population, c'est un... Oui, c'est pas que le PIB, mais c'est le poids un peu général du pays, on va dire. Exactement, au sein de la zone. Dans la zone monétaire, en l'occurrence, qui nous unit aujourd'hui. Exact. Pourquoi on dit centrale? Pourquoi c'est une banque centrale? Et c'est ça qu'il faut bien saisir, c'est que cette centralité fait que c'est la place de la banque centrale au sein du système bancaire. En fait, les banques commerciales doivent se refinancer et elles vont vers cette banque centrale et qui, entre guillemets, va les refinancer. C'est pas qu'elle, entre guillemets, elle le fait, mais et c'est cette place-là qui est la place au niveau. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que l'adjectif porte son nom. C'est une banque centrale et pas commerciale. Ça veut dire que vous ou moi, nous ne pouvons pas ouvrir un compte à la banque centrale. Elle est le banquier des banques. C'est-à-dire qu'elle gagne son argent, comme une banque commerciale fait avec nous lorsqu'elle octroie des crédits. Eh bien, la Banque de France gagne notamment son argent à travers cette notion de prêt auprès des banques commerciales. Je renvoie à un épisode précédent de nos rendez-vous, Michel, où on a fait justement comment est-ce que les banques centrales gagnent leur argent. Parce que oui... Même si ce sont les banques, des banques commerciales, il y a quand même l'idée que ce sont des établissements qui doivent aussi gagner du profit et maximiser même peut-être le profit qu'elles peuvent réaliser, Michel. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, oui, non. En toute réalité, non. Ce sont des entités, on va dire, publiques et elles n'agissent pas comme, on va dire, maximiser ce profit. D'accord. Mais elles doivent être profitables. Elles doivent être profitables pour... plusieurs raisons, notamment, donc première des choses, pourquoi faire du profit? Parce qu'il y a cette notion d'indépendance des banques centrales. Indépendance dans sa mission de prise de décision de la politique monétaire, mais aussi une indépendance financière. Financière, c'est-à-dire qu'elle doit se débrouiller pour gagner son argent et en même temps son propre budget de fonctionnement. On ne peut pas être indépendant en demandant à son père de nous financer, donc d'une certaine manière. Donc, et qu'est-ce qu'il fait? Elle doit gagner son argent. Et l'idée, c'est quoi? Première des choses, satisfaire ses actionnaires comme toute entreprise. Et donc ici, ce sont les banques centrales nationales, dont l'unique actionnaire, c'est l'État. Par exemple, elles doivent rémunérer la Banque de France, et c'est l'État français qui a une part substantielle du bénéfice de la Banque de France. Et donc, par exemple, ici, supposons que l'ensemble des opérations de politique monétaire des banques centrales nationales rapportent 100 en total, les 20 banques. Eh bien, ceci est remonté à la BCE, qui prend une quote-part, généralement c'est 8% pour son fonctionnement, donc il ne reste plus que 92, et on va dire, la clé de répartition... 22% à l'Allemagne, 16% à la France, 12% à l'Italie, 10% à l'Espagne, etc. Et ça, après, ça rentre dans le compte de résultat de la Banque de France, et ça descend comme ceci. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis, deuxième chose, elle doit faire aussi, comme toute entreprise, faire des investissements. D'abord, pour
améliorer son service public en termes de stabilité des prix, et puis en même temps, elle va tout faire pour améliorer son action, son efficacité, en fait que son action soit la plus efficace possible. Et donc, c'est là aussi que ça joue là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, reposons la question. Qu'est-ce qu'une banque centrale ? Quelles sont les missions, justement, et qu'est-ce qui caractérise une banque centrale ? En fait, il y a des missions cruciales en termes de politique monétaire. Première des choses, c'est la mise en œuvre de la politique monétaire. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est mettre la juste quantité de monnaie en circulation pour permettre à l'activité économique d'être optimale. Deuxième chose, c'est aussi la supervision du système bancaire. Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi les banques sont-elles si surveillées ? Alors que le commerce de détail, il est beaucoup moins que simplement, c'est que ces banques commerciales détiennent notre épargne et on n'est pas très heureux lorsqu'on perd notre épargne par une mauvaise gestion. Donc on les surveille d'une certaine manière. Troisième fonction qui est importante, donc bien sûr, on les surveille grâce à une réglementation bancaire, je précise, c'est pour être plus clair. Troisième chose, bien sûr, c'est la fabrication et l'émission de billets. Même le cash, s'il diminue dans sa proportion de moyens de paiement, il faut la fabriquer. Et puis également aussi, on ne se pose pas de questions, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation, de choses qui se font de façon électronique, même les banques se font. Et le grand problème, qu'est-ce qui se passe si un système de paiement tombe en panne ? Qui est responsable ? Et donc, c'est la Banque de France qui a en charge la robustesse des systèmes de paiement. C'est-à-dire que quand les banques s'échangent de la monnaie, on ne voit pas les camions de transporteurs de fonds qui se baladent dans les rues. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, c'est ça, une banque centrale. Ouais. Et donc, bien sûr, c'est une institution financière dont la mission principale, c'est la mise en œuvre de la politique monétaire. Et demain, c'est la transition écologique, etc. Enfin, c'est un périmètre qui peut s'accroître aussi tout dans le temps. Exactement, tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, devant l'objectif de l'environnement et les changements climatiques, les banques centrales se doivent de rentrer, et donc il y a une dimension, on va dire, d'environnemental dans leur gestion. Depuis quand est-ce qu'on vit avec des banques centrales ? Excellente question. La mesure, c'est que de manière générale, en fait, la première banque qui pouvait faire fonction de banque centrale, c'est la Banque d'Angleterre. Au XVIIe siècle, 1694. Mais c'est relativement récent. Quand on regarde, par exemple, la Federal Reserve, c'est 1913. Et puis la BCE, c'est le traité de Maastricht. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Donc, bien sûr, c'est assez récent. Oui. Mais c'est parce qu'on a souhaité qu'il faut que la Banque centrale soit dans la main, mais pas trop. Pour reprendre le mot de Bonaparte. C'est la Banque d'Angleterre, vous dites ? Parce que j'avais en tête que la Banque de Suède, la Riksbank, était une des plus vieilles banques centrales du monde. Oui, tout à fait. En fait, qu'est-ce qu'elle était l'idée ? C'était que le banquier Palmstruck, en fait, qui avait des difficultés. En fait, la Suède avait des difficultés, et donc c'est à ce moment-là un financier qui avait une certaine notoriété, a eu cette, inspiré confiance. Et on retrouve la confiance qu'on peut retrouver ici. Et donc, s'est substitué, on va dire, au gouvernement. D'accord. Et en fait, le grand problème, c'est qu'il a fait le jeu du prêteur en dernier ressort, quoi. Exactement. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a émis trop, on va dire, de billets de banque, et ça lui est retombé sur la figure. Mais le système a conservé, et donc, bien sûr, ça a donné lieu à la Banque de Suède, notamment, mais qui était, je crois que c'est en 1648. Mais l'idée, c'est surtout la vision occidentale, c'est la Banque d'Angleterre. On peut vivre sans banque centrale ? Oui, tout à fait. Dans une certaine mesure. Tous les pays n'ont pas besoin d'une banque centrale. Bah oui, près de nous avons Monaco, et puis nous avons Andorre. Andorre dont le ministère des Finances, en fait, joue le rôle de comment ça s'appelle ? Oui. De banque centrale, d'une certaine manière. Je comprends. Mais un peu plus loin de nous avons les îles Kiribati, nous avons les îles Marshall, les îles Loro et tout. Mais bon, on voit bien. C'est pas des pays majeurs non plus. Voilà, exactement. D'accord, j'entends. On peut se le permettre quand on est les îles Kiribati ou les îles Marshall. Exactement. On peut se le permettre. La Banque centrale, est-ce qu'elle est unique sur le territoire national, ou est-ce qu'il peut y avoir une cohabitation de systèmes ? Alors, là aussi, en fait, je dirais pas forcément, on peut avoir une certaine cohabitation. Par exemple, en France, lorsque la Banque de France au 19e siècle, lorsqu'elle a été créée en 1800, puis elle n'avait pas tout à fait le monopole de l'émission. Et elle a partagé ce monopole jusqu'en, on va dire, 1850. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à voir aux États-Unis, il y a 12 banques fédérales régionales qui
se permettent d'émettre des billets. Et donc, c'est cette notion, ce qu'il faut bien saisir, c'est que le système de réserve fédérale, le fédéral, c'est, et non pas, on va dire, on parle improprement, c'est la Banque centrale, mais en réserve, rigoureusement, c'est fédéral. Oui, c'est ça, c'est la réserve fédérale. C'est la banque fédérale de l'ensemble des États. Mais les 12 banques centrales régionales peuvent émettre des billets d'une certaine manière. Et c'est ça qui est important de saisir. Bon, on a beaucoup parlé de la lutte contre l'inflation pour la Banque centrale européenne. Quand on connaît les textes comme vous, est-ce que vraiment le mandat est aussi obsessionnel et unique autour de l'inflation ? Alors, je dis bien le mandat principal. Un adjectif est un mot de la BCE, c'est la stabilité des prix, entendue comme une inflation comprise entre 0 et 2% à moyen terme, c'est tel que c'est. Mais on s'aperçoit que, par exemple, la Fédérale Réserve a plusieurs objectifs. C'est la soutien à la croissance économique, à l'emploi, etc. Mais la BCE n'a pas de double mandat au sens de la Fédérale Réserve. Néanmoins, le traité de Maastricht stipule que, sous réserve du respect de l'objectif principal, la BCE peut mener différents objectifs, notamment une politique de l'emploi, une protection de l'environnement, etc., par exemple. Oui, donc il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas d'antinomie. Si la stabilité des prix est garantie, la Banque centrale européenne peut participer à d'autres missions également. Tout à fait. Le seul problème qui peut se poser, c'est sa crédibilité à créer dans ce nouveau métier. Un mot pour finir, justement, en lien avec l'inflation. On parle de taux directeur. Parfois, il y a plusieurs taux directeurs. Il y a taux directeur effectif, etc. Qu'est-ce qui caractérise, c'est quoi le taux directeur de la Banque centrale ? Le taux directeur, concrètement, c'est le taux d'intérêt que la Banque centrale va appliquer aux banques commerciales. Et donc, par exemple, celui de la BCE, qu'on appelle le taux refi, c'est le taux des opérations principales de refinancement. Donc, c'est à ce niveau-là. Et donc, selon, on va dire, la conjoncture et selon les études qu'elle fait, la Banque centrale va ou monter ou baisser les taux. Et en quoi est-il directeur ? Parce qu'il va diriger, il va orienter les taux d'intérêt du marché, qui fait que, en fonction des taux d'intérêt, s'ils s'élèvent ou se baissent, il sera plus ou moins facile de s'endetter. Un mot rapide pour finir. La notion de prêteur en dernier ressort, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'à tout moment, si la situation l'impose, si une banque est en difficulté... Une banque commerciale ? Oui, tout à fait. Banque commerciale, des difficultés, elle pourra toujours se retourner vers la Banque centrale pour avoir on va dire de l'argent pour lui permettre de s'en sortir. Ouais. Merci beaucoup Michel. Épisode de ce décryptage éco avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur vos plateformes préférées.